Bonjour à tous, bonjour Souria, je suis ravie de faire cette première interview avec toi sur le thème de l'émerveillement. Donc, je vais vous présenter Souria. C'est une auteure de 2 livres qui s'intitulent Passagère du vent et Une femme, l'amour et l'Inde. Alors, elle est aussi professeure de yoga cachemérien et de hatha yoga, pardon, voyageuse, aventureuse. Elle aime l'aventure, elle est photographe, elle est très créative, elle est conteuse d'histoires, danseuse, elle a une capacité d'aller vers l'inconnu sans crainte et je sens chez elle la capacité de guider des êtres vers le développement de leur plein potentiel. Alors Souria, je te donne la parole. Merci beaucoup Inès. Moi aussi, je suis à la fois reconnaissante et ravie de cette première interview avec toi que tu m'as proposée à mon grand bonheur. Voilà, alors Inès, je vais aussi te présenter puisque on ne te connaît pas plus que moi. Donc Inès est une jeune personne que moi je sens très ouverte d'esprit, avec laquelle je ris beaucoup dans nos échanges. Inès est en train de se former comme maîtresse d'école et vraiment sa capacité à guider, à accompagner les enfants, sa sensibilité dans la perception qu'elle en a. Vraiment, elle a beaucoup de talent pour ça, dans ce que je perçois d'elle. Voilà, j'en dirai pas plus comme ça pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y a autre chose qui viendra. Et j'aimerais vous partager avant tout comment est-ce qu'on s'est rencontrés. En fait, je n'ai jamais vu Inès en présentiel. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est à travers la page Facebook d'Issa Padovani, intitulée Au service de la vie, qu'on s'est rencontrés. J'ai publié quelque chose en 2020 et du coup, Inès m'a contactée sur Messenger et moi, je n'ai vu son message que des mois après. Et comme elle était en ligne, je me suis dit, ah, ben voilà, je vais l'appeler. Et Inès, elle savait plus du tout qui j'étais, qu'est-ce que c'était, pourquoi elle avait réagi au truc. Alors elle était là un peu, oui, bonjour, mais on se connaît pas. Voilà. Donc on a commencé comme ça un peu et on a commencé à partager tout ce qu'on connaissait d'Issa Padovani, ce qu'elle nous avait apporté et tout ça. Et on a fini par parler de choses et d'autres pendant 4 heures de temps. Voilà. Et voilà, ça fait partie des choses qui m'émerveillent. Et à la fois 4 heures c'est long et à la fois 4 heures quand on parle et qu'on échange des choses allez, ça fait de la joie pour nous. On les voit pas passer ces 4 heures. Ouais, C'est c'est vrai, exactement ça. ça peut paraître très long et très court à la fois. Alors, aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un sujet qui est l'émerveillement. Alors, est-ce qu'on peut, juste en 2-3 mots, Souria, si tu veux bien, expliquer pourquoi on a choisi de parler de ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pour toi? Comment tu le vois? Comment tu le vis? Comment tu le sens? Alors déjà, l'émerveillement, pour moi, c'est une faculté merveilleuse de l'être humain qui s'exprime beaucoup durant l'enfance. On voit des petits-enfants, ils s'émerveillent pour tout et pour rien. Pour moi, c'est une qualité de l'être, de notre être profond. Et ce que je vois aussi, c'est que quand on prend de l'âge et tout ça, on a tendance en fait à perdre cet émerveillement. Et en fait, moi, je l'ai beaucoup vécu pendant ce grand voyage qui est décrit dans Passagère du vent, où en fait, le fait de voyager dans des pays inconnus, les rencontres que j'ai faites, les paysages que j'ai vus et tout ça, l'émerveillement était là au quotidien. Et ce que moi je sens avec l'émerveillement, c'est quelque chose qui m'ouvre le cœur. Et c'est quelque chose qui ouvre mon espace aussi et qui ouvre mes perceptions. Comme moi, ça passe beaucoup par le regard. Voilà, moi, je suis assez visuelle. C'est pour ça que je suis photographe aussi. C'est vrai que tout ce qui est de la nature, les fleurs, la beauté, les lumières et tout ça, c'est une source d'émerveillement sur laquelle moi, je suis très facilement touchée par ça.
Est-ce que c'est comme si le fait d'être dans un autre pays, ça facilite, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que, ah bah oui, tout à coup, tu vois quelque chose que tu avais encore jamais vu, et du coup, il y a cette ouverture qui se fait, ou alors c'est vraiment dans l'attitude, dans la posture, qu'il y a cette ouverture d'abord, et puis il y a l'émerveillement qui vient ensuite. Alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de découvrir des nouvelles choses, on se retrouve dans cette curiosité ouverte qu'a l'enfant. Si on est dans cette curiosité ouverte, on va beaucoup s'émerveiller et le fait qu'on voit des nouvelles choses, effectivement, ça va, ça va, ça va faire fleurir ça. Ça va faire fleurir ça. Et maintenant, fondamentalement, pour moi, l'émerveillement, c'est une attitude qu'on a, c'est une ouverture, c'est une disponibilité. Si on n'est pas disponible, et quand je dis disponibilité, ça veut dire que le mental n'est pas tout le temps en train de s'activer, c'est-à-dire que à certains moments, en tout cas, on est juste avec les yeux ouverts sur ce qui nous, sur ce qu'on voit ou ce qui nous traverse. Voilà, ça peut être visuel, mais ça peut aussi être une vibration. Ça peut être, je ne sais pas moi, la première fois que j'ai entendu de la musique indienne, par exemple, j'ai senti que cette vibration, elle était guérisseuse et ça m'a complètement émerveillée parce que je n'étais pas consciente à ce moment-là que des vibrations peuvent être guérisseuses. Alors, tu m'avais parlé d'une petite anecdote, oui, non, qui concerne un petit renard que tu as pu rencontrer il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours d'ici. Est-ce que tu as envie de partager avec les auditeurs cette anecdote que tu as pu vivre et qui est en fait un exemple de ce que peut être l'émerveillement? Absolument, absolument. Bah, c'était dimanche passé, il faisait gris. Moi, je suis allée me promener à la montagne, je voulais trouver le soleil, je ne l'ai pas trouvé. J'étais moi-même dans une attitude qui n'était pas très joyeuse, en fait. Donc, pas vraiment a priori ouverte à l'émerveillement. Et en fait, en redescendant en plaine avec le train, tout d'un coup, j'ai vu au loin un petit animal que j'ai d'abord pris pour un chien. En fait, je me suis dit, tiens, il y a un chien qui regarde passer les trains. Et en fait, quand le train s'est approché, j'ai vu que c'était un petit renard. Et là, ça fait, waouh! Il était tellement mignon, il était juste assis comme ça, avec les pattes avant tendues, assis sur son arrière-train, puis il nous regardait avec ses petites oreilles et tout ça. Voilà. Et j'ai dit ça comme ça dans le train, et il y avait un petit garçon qui était tout content, qui a dit, ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et en fait, ce qui m'a un peu attristé, c'est que les adultes autour, qui étaient avec leurs trucs dans les oreilles, qui étaient préoccupés par je ne sais pas quoi, ils ont à peine tourné la tête et ça ne les a pas touchés. C'est presque comme s'ils ne l'avaient pas vu en fait. Voilà. Ils l'ont aperçu, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu la magnifique énergie de ce petit renard. Alors là, tu nous donnes un exemple par rapport à quelque chose qui, pour la majorité des gens, peut paraître très joyeux, en fait, de voir un animal, de s'en émerveiller, etc. Et à côté de ça, tu as vécu des moments où peut-être que l'expérience que tu as pu vivre ne serait pas perçue comme joyeuse aux yeux des gens. Si je prends par exemple l'exemple des moments où tu as pu méditer au bord du Gange, et là on fait le lien avec l'Inde et avec ton livre. Donc, est-ce que tu peux nous partager aussi l'émerveillement à cet endroit-là, qui est un endroit peut-être où on l'attend moins? Alors oui, bien sûr. Et pour moi, l'émerveillement en Inde, c'est d'abord l'émerveillement des contrastes. Parce qu'en Inde et au bord du Gange, en particulier à Bénarès, il y a la plus grande beauté, il y a la plus grande misère, et tout se côtoie. Il y a la vie et il y a la mort. Et effectivement, pour moi, méditer au bord du Gange, ça a été à la fois méditer dans un endroit tranquille, avec les yeux posés sur le Gange, à regarder les barques passer, et voilà, et les gens avec leurs habits en couleur et tout ça, toute cette beauté qui me touche. Et pour moi, méditer au bord du Gange, ça a aussi été méditer sur le ghat des crémations, là où on brûle les morts, et effectivement, de m'émerveiller sur comment est-ce qu'on peut être face
un corps qui brûle et être complètement libéré des préjugés qu'on peut avoir ou bien du dégoût qu'on peut ressentir et tout ça, mais simplement être là. Et même aussi un peu du tabou qu'il y a autour de la mort. Absolument, absolument. Et justement, pour moi, ce qui a été aussi émerveillant sur le gars des crémations en Inde, c'est que il n'y a pas ces tabous, ou il n'y a pas les mêmes tabous, hein, parce qu'après, c'est tout un sujet encore. La vie et la mort sont tout le temps là présents ensemble. Et moi, j'ai vu des enfants qui jouent sur les gâtes de crémation et ils prennent des grandes perches de bambou et ils tapent sur les trucs. En fait, ils imitent les adultes et en fait, ils sont tout à fait à l'aise et tout à fait... ça fait partie de leur vie, la mort fait partie de la vie. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'on n'essaye pas de leur cacher ça ou de mettre quelque chose dessus pour qu'on ne le voit pas. C'est vraiment... Non, pas du tout, pas du tout. C'est exposé aux yeux de tous. Et j'irai même plus loin parce que y a des gens qui meurent dans la rue en Inde. Donc tout d'un coup, on voit quelqu'un qui est couché, qui bouge plus, qui est mort. Voilà. Et en plus, les cadavres, ils les transportent jusqu'au gâte des crémations sur des, comme une civière, en chantant Ramanam Satyahe, Ramanam Satyahe, Ramanam Satyahe. Voilà, comme ça, on les entend arriver. Et puis voilà, les gens, ben, ils sont là et ça les touche plus ou moins. Voilà. Et ça, c'est une façon d'avertir en fait les autres qui sont là que... Exactement. Alors, c'est à la fois ça rythme la marche des porteurs et en même temps, effectivement, ça avertit les autres qu'il y a un convoi funéraire qui est en train d'arriver. Alors, tu me disais que, donc, effectivement, au bord du Gange, tu as vu aussi quelque chose qui t'a beaucoup touché, c'est la beauté des flammes, parce que tu me disais le feu est beau en lui-même. Donc, est-ce que tu peux un peu parler par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, voilà, déjà, ce que j'aimerais dire, pourquoi est-ce que je me suis retrouvée sur le gâte des crémations à méditer parfois des moments de façon assez extensive, parce que j'ai rencontré un sadhu indien, un moine errant, qui fait partie des agoris. Les agoris, ce sont ceux qui méditent sur la mort, hein, pour la faire courte. Voilà, ça c'est le sujet de mon livre Une femme, l'amour et l'Inde. Et donc, une des pratiques dans l'agora, c'est de méditer les yeux ouverts en regardant brûler un cadavre sur un bûcher. D'accord? Mais des fois, il y a plusieurs bûchers, mais en général, on se met assez près des flammes, devant le bûcher. Et en fait, en fait, quand on regarde vraiment le feu, il y a cette vie, il y a cette pureté du feu, il y a la chaleur, et tout ça, c'est très émerveillant. Et on est, en fait, comme on est près du feu, comme j'étais près du feu, et qu'évidemment on est dehors, donc il y a du vent, etc., ça nous amène à être complètement présent. Complètement présent. Et du coup, oui, parce que ça, tu m'avais expliqué aussi que parfois, s'il y a des étincelles qui viennent vers nous, ben forcément, on doit être attentif parce que voilà, ça pour peut les nous brûler. éviter, pour sauter Voilà. en arrière et tout ça. Ouais, exactement. Alors, par rapport à l'émerveillement, on en revient à notre sujet central. Est-ce que tu peux parler d'outils qui, toi, qui font sens pour toi et que tu pourrais partager avec les autres pour justement pratiquer cet émerveillement, puisque tu parlais d'une posture, d'une attitude, d'une ouverture. Donc, on peut aussi, comme tu me l'expliquais très bien pendant notre préparation, c'est que ça peut aussi être une pratique, on peut se proposer des choses par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'émerveillement, ça nous rend plus vivants. Ça nous rend plus vivants. Et quand on est pris dans la routine du quotidien, et que cet émerveillement, eh ben, il va très à l'arrière-plan, il est comme caché par tout ce qui nous préoccupe. On peut simplement se proposer chaque matin d'ouvrir ses rideaux, ses volets, sa fenêtre, de regarder dehors et de se dire qu'est-ce qui peut m'émerveiller aujourd'hui?
Qu'est-ce, voilà, de poser une question, de dire aujourd'hui, quelles vont être les possibilités de s'émerveiller. Alors, peut-être que ça va se passer tout de suite le matin parce que j'ouvre mes volets et tout d'un coup, je vois quelque chose, soit un écureuil qui grimpe à un arbre, ou bien tout d'un coup, il y a une belle lumière, ou bien tout d'un coup, je regarde le ciel, puis je dis, ah, waouh, quel beau ciel ce matin, et tout ça. Et puis des fois, ce qui va s'offrir à moi, c'est pas aussi joyeux que ça, et puis ça va être un peu difficile pour moi de m'émerveiller directement, mais en même temps, ça va rester là. C'est comme une petite graine qu'on sème ou peut-être comme un petit truc qu'elle a, et puis ça va pouvoir s'activer peut-être plus tard dans la journée, comme avec l'histoire du renard, par C'est exemple. un peu aussi comme un mot qu'on peut prendre avec soi, qui peut nous accompagner pendant une journée. Et du coup, comme on l'a à l'intérieur de nous, on va être plus sensible, plus ouvert, plus attentif à ça au fur et à mesure de la journée. Et peut-être que quelque chose va nous toucher à un certain moment. Oui, absolument, absolument. Ça peut effectivement être un mot qui nous accompagne. C'est une très bonne façon aussi de le mettre en œuvre. Voilà. Mhm. Mais moi, quand je regarde un enfant qui sourit aussi, je suis toujours émerveillée. Émerveillée non seulement par son sourire, mais par son énergie. Mhm. Voilà. Regarder les gens, regarder autour de soi et justement se laisser toucher. Alors, des Mhm. fois, il y a des choses qui vont nous toucher, qui vont pas être de l'émerveillement, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de choses beaucoup de choses simples qui me touchent et qui sont de cet ordre-là. Voilà, une Et petite puis, toi, fleur. Mhm. tu as une façon très particulière, très personnelle en soi, de pratiquer cet émerveillement avec ta passion qui est la photo. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand je prends mon appareil photo et que je pars, alors des fois j'ai mon appareil photo avec moi et je sais même pas si je vais faire des photos, je l'ai simplement avec moi. Mais si je pars avec mon appareil photo, avec l'idée de voir quelque chose, de voir la beauté, de voir quelque chose qui me touche ou qui m'émerveille, c'est vrai que je vais quasiment toujours trouver un sujet ou un autre. Et du coup, effectivement, je vais avoir envie de le matérialiser, en fait, de le densifier, parce que l'émerveillement, pour moi, l'émerveillement, c'est quelque chose qui est très comme ça, ouvert et pas forcément très saisissable. Hein, c'est quelque chose qui me traverse comme ça. Et du coup, la photo, ça me permet de fixer ça, de densifier ça. Et après quand je regarde une photo, comme celle que j'ai en dessus de moi, par exemple, qui sont des photos que j'ai prises en Mongolie, euh, l'émerveillement revient, en fait. Mhm. Donc, ça aussi, ça peut être une pratique. Ça peut être, enfin, on peut avoir un support pour notre pratique. On peut avoir Mhm. un support d'avoir même si c'est qu'à un seul endroit dans notre appartement, que ce soit le frigo ou n'importe où, on a une image ou quelque chose ou une phrase, on pose les deux dessus, puis on dit ah, waouh! Et ça refait ça, waouh! Voilà. Et il y a quelque chose de l'émerveillement initial qui se réveille. Mhm. Alors, ben, tu l'as déjà un peu dit, donc pour faciliter l'émerveillement, la présence, la disponibilité. Et tu m'avais fait aussi part que pour toi, les enfants sont souvent source d'inspiration par rapport à ce sujet-là. Parce qu'ils ont cette capacité à s'émerveiller très facilement pour de petites choses ou très, pour nous qui nous sembleraient anodines, nous qu'on ne verrait presque pas. Donc maintenant, on va parler un peu des freins possibles. Qu'est-ce qui pourrait nous freiner dans cette pratique à l'émerveillement? Alors, la première chose qui nous freine et qui nous, enfin, pas qui nous freine, mais qui nous empêche d'avoir cette disponibilité, même si elle n'est pas totale, mais d'avoir cette ouverture qui peut s'activer à un moment ou à un autre, c'est d'être beaucoup dans le mental et quasiment que dans le mental. Alors, voilà. Et moi, je le vois chez moi, hein, quand j'ai une grosse préoccupation, tout d'un coup, l'émerveillement, il est plus là, il s'active plus. Je Mhm. suis beaucoup dans ma tête, etc. Ou bien des émotions. Les émotions, je dirais ça moins, parce que je vois que même s'il y a une émotion qui n'est pas joyeuse,
ça peut toujours basculer, mais c'est surtout, pour moi, c'est surtout le mental qui peut être un filtre ou un écran. Et sinon, pour moi, les écrans. Les écrans. Alors, maintenant, on en parlera peut-être plus extensivement une autre fois, hein, parce que c'est tout un sujet aussi. Oui, et ça va faire l'objet d'une vidéo Voilà, en soi, en fait. exactement. Ça fera l'objet d'une vidéo en soi, mais ce que je veux, voilà, là où je veux en venir, c'est simplement, c'est que oui, sur les écrans, on peut aussi trouver des choses qui nous émerveillent, bien sûr, mais souvent, on est en train de faire défiler des trucs, c'est un peu, puis on est pris là-dedans, et puis en fait, on se coupe du monde extérieur, de ses perceptions, on se coupe de cette perception directe avec le monde sensible et avec la vie, la vraie vie, ce que j'appelle moi la vraie vie. Alors, est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager avec nous ou avec les auditeurs par rapport à ce sujet-là? Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, tu parlais des enfants tout à l'heure et effectivement, s'émerveiller, c'est aussi retrouver notre âme d'enfant, cette partie de nous qui est restée très innocente, et qui a un regard frais sur le monde. Parce que c'est vrai, là on parlait toi tu disais le frein à l'émerveillement, c'est cette façon répétitive qu'on a de voir le monde et de savoir, oui, ben voilà, je connais ça, et puis du coup, on va plus s'émerveiller. Alors que moi, quand je suis en disponibilité, je veux dire, je peux aller sur la même balade en forêt, ou bien je peux voir le même paysage, ou je peux voir le même objet, même chez moi. Si je suis en disponibilité, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va faire, ah ouais, mais la vibration, de la couleur, de la lumière ou de quelque chose, même si je suis très habituée. Donc, c'est reprendre contact avec ça. Et reprendre contact avec l'émerveillement, c'est reprendre contact avec notre nature première, ou en tout cas un aspect de notre nature première, de notre... on peut l'appeler l'être divin, on peut appeler notre essence. Après, dans différentes traditions, on lui donne des mots différents. Et dans le shivaïsme tantrique du Cachemire, par exemple, on dit que c'est une qualité essentielle pour s'éveiller. Voilà. Et puis, on veut peut-être conclure là-dessus. C'est pour reconnecter avec le soi profond, en fait. Exactement, se reconnecter avec le soi profond. Exactement. Parce que dans un moment d'émerveillement, je veux dire, le mental qui fait tout le temps des commentaires, pendant quelques instants, il n'est plus là. Après, il revient, puis il dit « Ah oui, c'est beau, c'est ceci ou c'est cela ». Mais juste au moment où ça fait « Waouh », on est juste là, dans la pleine présence. Bon, merci. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage d'expérience qui est très riche et on va proposer à nos auditeurs de regarder sous la vidéo. Il y aura les liens vers ton blog. Pour ceux qui veulent te connaître plus, ben, ils peuvent aller voir ton blog et lire ce que tu y publies. Et puis, il y a une page Facebook, ta page Facebook qui est Surya Baudet. Et aussi, tu as Instagram. Donc, oui, tu es vraiment aussi, sur... exactement. J'ai commencé avec Instagram, et ben, à la fin de l'année passée, c'est tout nouveau, tout frais. Voilà, où je publie tous les jours des choses, des stories sur Facebook, les gens qui ont envie de me suivre. Et puis c'est des moyens de me contacter. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que tu donnes des cours particuliers de Hatha Yoga et que tu es praticienne Access Bars. Donc, si les gens veulent te contacter, ils peuvent, par le biais des différents réseaux, te contacter et prendre un rendez-vous pour une séance avec toi dans ton cabinet. Tout à fait. Alors, on va peut-être préciser que moi, j'habite Genève, en Suisse. Donc, c'est comme ça. Voilà.
Et par OK. contre, effectivement, pour d'autres choses, pour d'autres échanges, ça peut se faire éventuellement par Zoom et des choses comme ça. Mais les access bars et les processus corporels, ce sont des processus où un corps touche un autre corps, donc ça se fait en présentiel. Mmh. Oui, Voilà. OK. Donc ça veut dire que pour ça, il faut vraiment être, soit en Suisse, soit pas loin de la Suisse, Voilà, heu, exactement. Soit en Suisse, soit pas loin de la Suisse. Voilà, c'est tout à fait ça. pour te contacter et prendre un rendez-vous chez toi. Ou Oui, bien prendre le bus, le train, enfin, voilà, les tout ce qu'on a envie de faire. il y a toujours des moyens, hein, c'est Voilà, l'équilibre. exactement, tout Voilà. à fait. Bon, merci beaucoup Eh ben, et merci à toi Inès, et vraiment c'est une très grande joie de mettre ça en œuvre ensemble et de continuer cette aventure. C'est le number one, le numéro 1. Voilà, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sous la voilà, vidéo. exactement.